Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Pour commencer, beaucoup de questions ont été posées cette semaine par la presse sur la vacance du pouvoir, sur le président de la République et l'opposition et les opinions des analystes qui se sont succédés. Que devient le chef de l'État? Qu'est-ce que c'est que ce vide politique qui n'en finit pas? Est-ce que vous avez des informations? C'est parti. Il faut déjà voir d'où c'est parti, tout ça. Ça fait un bout de temps qu'on en parle, ça fait quelques jours, c'est devenu persistant. Enfin, nous savons, nous qui sommes un peu connectés sur les médias étrangers, que les rédactions parisiennes ont mis à jour leur note nécrologique du président Bouteflika, au cas où. J'imagine, la note nécrologique, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on l'a rédigé la dernière fois. Sur le président Bouteflika, raconter qui il était. Mais où Non, je veux dire où Le Monde, le Point, La Croix, des journaux comme ça. Voilà, moi je peux le dire, hein, la Croix m'a appelé au téléphone pour me demander mon avis sur la dernière version de la note nécrologique du président Bouteflika, s'ils avaient oublié quelque chose. Quelle lecture on peut en faire? Donc voilà, c'est parti de là. Mais eux, qu'est-ce qui les a fait bouger? Ces rédactions parisiennes. Ça a commencé avant l'affaire Goudel et avant le rendez-vous téléphonique manqué entre le président Hollande et le président Bouteflika. Bon, j'imagine que ce qui s'est passé depuis n'a fait que susciter encore plus de nervosité. Mais alors nous, de notre côté, journalistes en Algérie, quand on cherche à savoir, on est confronté à un mur. Voilà, il y en a qui disent que le président est parti en Suisse, mais il est resté plus longtemps que prévu. D'autres disent qu'il n'est pas parti. Moi, je pense qu'il est encore plus fatigué que d'habitude et qu'il n'est pas visible en ce moment, mais qu'il n'est pas à l'étranger. Comment est-ce qu'on analyserait cette intervention de la presse française sur les journaux français à propos de Bouteflika? Est-ce que ça sous-entendrait, par exemple, que le chef de l'État est passé par la France? Non, je ne pense pas qu'il ait quitté l'Algérie. Ce type d'information ne peut plus être gardé une information secrète non, c'est pas possible. Je pense qu'il est à Alger. Je pense que le 4e mandat se déroule exactement comme on l'a prévu. On l'a dit autour de cette table. On va passer un 4e mandat à dire il a parlé, il s'est mis debout, il a dit 2 mots. Il ne peut pas parler au téléphone à Hollande. Merci Fabius qui nous a révélé que le président Bouteflika parlait dans un micro et donc il y avait des baffes pour amplifier sa voix. Donc au téléphone, ça ne fonctionne pas. Ben voilà, c'est ça. En fait, depuis l'élection, on sait qu'on est dans une situation d'absence et que cette absence va se manifester à chaque fois de manière beaucoup plus grave quand il y a des événements assez dramatiques, etc. Tout le monde va ressentir cette absence de manière plus forte. En réalité, dès cette élection, on s'est toujours posé la question, vous posez la question, que devient le chef de l'État? Nous, de manière avec le recul, on a tendance à demander que devient l'État. C'est encore beaucoup plus lourd parce que le système algérien est organisé de telle manière que le chef de l'État est un peu le nœud où tous les forces qui composent le système, le régime se rencontrent et font la synthèse. Or là, on est dans l'absence de l'État. Ça pose la grande question, puisque M. Bouteflika n'est pas en mesure d'exercer le pouvoir, qui exerce le pouvoir aujourd'hui? Comment s'exerce-t-il? Comment s'exerce le pouvoir? Il est où le pouvoir? Je pense qu'on ne va pas faire l'insulte à M. Sellal de dire que c'est lui qui dirige le pays. Il y a des cercles, on sait plus ou moins, qui sont influents, mais on oublie une chose, enfin, dans la gestion quotidienne, si vous voulez, on a un exemple typique. Les affaires étrangères, c'est l'amamra et ce qui gravite autour des affaires étrangères. Il y a une relative autonomie, c'est une vieille tradition, ça peut fonctionner, ça, plus ou moins. Un département tout seul. Oui, mais pour le reste, on oublie que ne pas prendre des décisions dans le domaine de l'énergie, de la fiscalité, dans tous les domaines, ne pas prendre une décision, c'est une décision grave.
C'est un non-choix. Un non-choix peut être plus dangereux qu'un mauvais choix. Et donc, c'est tout ça qui se pose aujourd'hui. Alors, est-ce que tu viens de parler d'énergie, de grandes décisions stratégiques. Est-ce que les déclarations de cette semaine au sujet de la stratégie de l'État en ce qui concerne les projets énergétiques renseignent un petit peu sur cette vacance du pouvoir et cette difficulté à pouvoir appliquer en fait, on avait hier sur ce plateau, dans l'émission L'invité du direct, M. Nazim Zouéouch, ancien président directeur général de Sonatrach, expert énergétique international, qui nous expliquait, du haut de son expérience, qu'en 2014, on est exactement dans la même situation que 1984, où les premiers signaux de baisse des revenus énergétiques de l'Algérie s'étaient manifestés dès le deuxième semestre 83, et il aurait fallu faire une loi de finances pour 84 prudentielle qui tienne compte de cette chute des revenus engagée. La chute des revenus est devenue brutale 2 ans après, mais c'était trop tard. On n'avait pas entamé le virage à temps, et 2 ans après, il a fallu courir après la crise de la dette. Vous connaissez la suite. Octobre 88 et peut-être le bon côté d'octobre 88, l'ouverture démocratique qui nous permet aujourd'hui de pouvoir parler comme cela, c'était pas possible à l'époque. 2014, la loi de finances pour 2015 ne tient pas compte de ce qui est en train de se passer. Elle n'en tient absolument pas compte. C'est totalement affolant. Ce que dit Abed est tout à fait juste. Le non-choix devient aujourd'hui un danger systémique pour l'avenir du pays. On continue à dépenser comme si l'Algérie allait avoir en 2015, 2016, 2017 les mêmes revenus qu'en 2008, 2009, 2010. Et aujourd'hui, on sait que c'est plus le cas. Qui peut décider de mesures de restrictions budgétaires, d'économie d'énergie, d'économie dans des subventions qui sont 25 milliards de dollars, qui sont arrosées comme ça pour maintenir une forme de paix sociale en Algérie? Qui peut décider ça? Nous n'allons pas faire l'insulte à M. Sellel de dire qu'il peut le faire. Voilà, pour reprendre la formule de Abed Sharaf. Personne ne peut le faire aujourd'hui. Personne ne peut prendre la responsabilité d'être, entre guillemets, un peu impopulaire pour sauver l'Algérie, pour la remettre sur le chemin dans 5-6 ans. Personne ne peut le faire. Personne n'en parle. J'ai vu Adlan, à un moment sur sa page Facebook, il était agacé de voir que l'APS n'en avait que pour la Mamra. Moi, j'ai trouvé tout à fait significatif que la Mamra soit hyperactive à New York. Oui. Il parle beaucoup aux partenaires algériens, il leur dit plein de choses, il leur dit que l'Algérie va bien et qu'ils peuvent venir. Et en même temps, ici, c'était au moment de la crise de Hervé Gourdel, le régime en entier n'avait rien à dire aux Algériens. Et c'est ça le système. Il discourt beaucoup avec les gens de l'étranger, il n'a rien à dire aux Algériens. Et il ne pose même pas les problèmes essentiels de leur dire, regardez, Boutarfa, il dit, on ne va pas augmenter l'électricité, mais on a rendez-vous. Alors qu'on sait que le rendez-vous, on devrait en discuter, mettre les choses à plat dès maintenant. On est comme ça, on fonctionne comme ça. Et l'appel d'offres, moi je l'ai pris comme ça, c'est un rappel au réel, c'est-à-dire que le gaz de schiste ce n'est pas la panacée, ça ne va pas être la solution à nos problèmes, qu'il faut trouver autre chose. Mais là encore, l'État a décidé d'une stratégie. C'est peut-être différent, l'État a décidé d'une stratégie, puisqu'elle a un plan de redressement, elle a ouvert, elle a lancé un appel d'offres, mais ce sont les autres qui ne veulent pas, ce sont les étrangers qui non, mais quand l'État change de politique industrielle chaque 2 ans, on n'a plus de politique industrielle. Quand l'État change d'option sur la répartition des richesses, etc., chaque 2 ans, 3 ans, il n'y a plus de stratégie. Une stratégie, elle se construit à long terme. Mais là, on voit bien que c'est même pas de l'improvisation. C'est ça qui décourage les compagnies étrangères. À mon sens, connaissent très bien comment ça fonctionne. Ils savent que c'est pas la nafte qui est l'instrument le plus important en Algérie, c'est Sonatrach. Et ils constatent que Sonatrach est paralysé. On dégomme des PDG sans raison évidente. Et c'est une entreprise qui est l'interlocuteur réel des entreprises étrangères et qui est en état de paralysie depuis 2010. Et c'est la réalité. Oui. Le patron de Sonatrach est toujours un intérimaire. Absolument. Oui. M. Sahnoun, ancien directeur, vice-président de production. C'est le symbole. Sonatrach est dans une situation d'intérim, de transition, comme l'État. Donc il ne se passe rien, rien ne se décide. Et ça, les gens ne peuvent pas se presser avec cette situation.
Est-ce que Toufiq est intérimaire aussi, lui aussi donc, parce que le président est absent, son attaque intérimaire, et même le général Toufiq est intérimaire peut-être. Il est éternel. Je pense qu'en fait, la crise politique dans laquelle nous sommes s'est exprimée cet été à travers le cas de Sonatrach. Qu'est-ce qu'on a dans le cas de Sonatrach? On a une distorsion entre l'instance politique qui veut vendre aux Algériens le mythe d'une rente éternelle et un opérateur économique, Sonatrach, qui sait qu'il ne peut pas suivre ce discours politique. Dire que l'Algérie va rétablir en 2018 les niveaux de production de 2008, nous avions encore une fois M. Zouch ici, qui connaît très bien le domaine minier algérien, il dit, moi j'aimerais bien le croire en tant qu'Algérien, il dit ça, j'aimerais le croire en tant qu'Algérien, mais de ce que je vois, de ce que fait Sonatrach, de l'orientation qu'on a aujourd'hui, c'est impossible. Voilà. Et donc cette distorsion entre le langage idéologisé de Yousfi qui veut plaire à Bouteflika et au reste du pouvoir en disant il n'y a pas de problème, Mazal al-Khair, et le patron de Sonatrach, Abdelhamid Zerguin à l'époque, qui était prudent dans ses déclarations, qui avait du mal à engager, sans compter tout le poids de la difficulté des marchés suite à l'affaire de Sonatrach en 2010, etc., est devenu insoutenable. Et moi je pense qu'on a choisi d'enlever le thermomètre pour continuer à pouvoir dire il n'y a pas de fièvre. Tout simplement. Et aujourd'hui, peut-être que le prochain fusible qui va sauter, après ce cinglant échec de l'appel d'offres, ça va être Yousfi. Et ce serait peut-être le point de départ de quelque chose d'intéressant. Pour les partenaires étrangers, pour trancher sur les grandes questions politiques, nationales, etc., le problème, c'est tout se pose par la succession, pour être poli, de ne pas dire autre chose. Et c'est ça qui est très paradoxal chez Bouteflika, qui est quelqu'un de très très intelligent. C'est-à-dire qu'il a commencé... Il est où il était? Moi, je vais rester sur le présent. C'est quelqu'un qui a commencé d'abord par faire une prise en main assez impressionnante et même brutale sur beaucoup de centres de pouvoir. Il jalousait ces centres de pouvoir. Il vient d'une ère où l'armée... peut-être que Bouteflika pense que Abdallah Blouchet est toujours vivant. Moi, je ne sais pas. Il vit dans cette ère-là. Et il a fait une offensive très intelligente, très brutale, avec de l'argent, avec de la ruse, etc. Et s'est accaparé beaucoup de centres de décision. Il a réinstauré la présidence comme un centre de pouvoir important au point d'agacer l'autre centre de pouvoir qui est le DRS et le major de Fur. Et après, tout se concentre autour de lui et comme on disait tout à l'heure, tout part. Et on trouve tout cet arsenal bouteflikain sans Bouteflika. Et c'est ça qui est fou. C'est-à-dire même les gens, même les copilotes maintenant, les plus bouteflikains et bouteflikains ne peuvent plus décider, ne peuvent plus avoir d'initiative. Et ils attendent tous, voilà, que tout soit écrit de marbre au lieu d'être écrit par autre chose. Exactement. Mais ça sous-entend que l'autre pouvoir n'existe plus. Je parle l'autre pouvoir existe toujours, mais c'est beaucoup. On parle de l'armée, du DRS, beaucoup affaibli. Et bon, lui-même ne connaît pas son avenir. Donc, il y a une donne qui a changé. Moi, je pense que on n'a pas parlé politique depuis la reprise. C'est la première émission. On reparle un peu de qu'est-ce qui s'est passé depuis l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé en gros depuis l'élection présidentielle. Ceux qui sont supposés avoir gagné, les proches de Bouteflika qui ont martelé quatrième mandat, ont essayé de lever leurs bénéfices sur la place d'Alger, tout de suite, en sachant que justement l'agenda biologique ne jouait pas en leur faveur. Donc, il y a eu un élargissement du champ d'influence des pro-Bouteflika dans différents domaines. On parle beaucoup de domaine des affaires où, notamment, Ali Haddad a essayé de gagner de nouvelles positions. Il se pourrait qu'il finisse d'ailleurs à la tête du forum des chefs d'entreprise. Et ça s'est passé un peu comme ça au niveau de Saïdani Ali éliminé au sein du FLN ceux qui n'ont pas marché avec lui, et ainsi de suite. Chacun essaie de reprendre des positions très vite avec la légitimité. Ça n'a pas réussi à tout le monde. Amara Ben Younes a perdu en grade, il était ministre de l'Industrie et est devenu ministre du Commerce. Bon. Ensuite, on s'est rendu compte que d'avoir autant affaibli le DRS a ouvert la voie à l'opposition qui a fait quelque chose d'historique. En fait, l'événement le plus important depuis l'élection du quatrième mandat de Bouteflika, c'est la réunion de Zeralda, où toute l'opposition quasiment toute l'opposition s'est retrouvée. C'est un élément très fort qui a créé une forme de stress
dans le camp présidentiel, et ça a rétabli un langage entre la présidence et le DRS. Si le DRS fait la grève du zèle parce qu'il a été marginalisé, on part vers l'inconnu avec une opposition qui peut se réunir, qui peut devenir une force proposition, qui peut déstabiliser le pouvoir et tout le pouvoir. Non. Est-ce que vous pensez que l'opposition s'est radicalisée en partie, ou est-ce qu'elle s'est effritée? Et on peut partir peut-être sur des positions des uns et des autres, le CNLTD, le FFS. Radicaliser, c'est faire la révolution. Donc là le mot radicaliser n'est pas... Parler de l'article 88 et la vacance du pouvoir, c'est un peu nouveau dans la bouche du CNLTD, de Djilali Sofiane par exemple, qui en parle sans arrêt. Et qui... Quand cette même opposition a posé l'article 88 bien avant, on a toujours posé la question qu'on a un article constitutionnel où la manière de le mettre en application pose de très lourds problèmes. Il faudrait réellement qu'il y ait un engagement très fort de l'armée, du DRS, pour que le bonhomme qui est en charge de déclencher la mécanique le fasse. On n'est pas dans cette situation, et personne n'a d'ailleurs envie, aussi bien dans l'armée que dans le DRS, à ce que je pense, n'a envie de déclencher ça. C'est-à-dire, quand on parle de l'article 88, quand l'opposition parle de l'article 88, c'est comme si on essayait d'allumer une ampoule alors que le compteur principal est coupé. Il y a le problème des centres de décision qui jamais n'iront à un empêchement du président. Deuxièmement, le texte lui-même il est piégé parce qu'il faut la cour d'État, il faut qu'elle soit constituée, etc. Tous les textes d'application n'existent pas, ça a été bien encadré dans la Constitution. Et deuxièmement, on discute, je vais emprunter une phrase hamrouchienne, on est en train de discuter à l'intérieur de l'impasse. Le problème pour nous, c'est Bouteflika. C'est-à-dire si j'enlève Bouteflika aujourd'hui, je mets Makri ou je mets Hamrouch, je mets Benflis à sa place demain matin au palais de la présidence, avec des gardes du corps, avec le cortège et tout va rentrer dans l'ordre. Il y a des problèmes beaucoup plus importants. Les islamistes, souvent, les posent de manière beaucoup plus pertinente. L'opposition, quand on dit démocrate, elle est toujours dans le discours, le système, mais on ne va pas vraiment au fond des choses. C'est ça qui me déçoit un peu dans cette coordination. Personne ne va au fond des choses, finalement, ni le FFS, ni le CNLTD. Si, le FFS a un discours très intéressant. Il pêche peut-être par un problème de compréhension, de pédagogie, mais ça se comprend. Bon, moi je me suis attardé un peu sur leur site, sur ce qu'ils sont en train de publier, sur les expériences de transition. La FS a une idée derrière la tête. Mais il ne dit pas comment il va faire pour pouvoir exclure le pouvoir. Peut-être avant d'arriver là, moi je pense qu'il faut déjà commencer par ne pas faire le procès de l'opposition lorsqu'elle fait de l'opposition. L'opposition est tout à fait dans son rôle d'évoquer l'article 88. Si elle ne le faisait pas, ce serait beaucoup plus grave. Nous sommes dans une situation d'incapacité avérée, déclarée depuis l'AVC de M. Bouteflika le 27 avril 2013 et évoquer l'article 88 qui devrait déboucher sur la déclaration d'incapacité et passer à des élections. À mon avis, elle est dans son rôle, l'opposition, lorsqu'elle le fait. De même que l'opposition est dans son rôle lorsque M. Benflis sort un livre sur la fraude et qu'il explique comment la fraude fonctionne. Il avait promis de le faire au mois de juin. Il a pris quelques mois de retard, mais moi je considère que c'est une très bonne chose. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un débat autour des mécanismes de la fraude, parce que tôt ou tard, s'il y a à nouveau une montée du mouvement populaire en Algérie et des élections d'une autre nature demain, on aura toujours cette question de la fraude au milieu du débat. Donc voilà, il faut que l'opposition continue à faire cela. Maintenant, quels sont les moyens qu'elle a pour arriver à ces revendications? Effectivement, ça dépend toujours du rapport de force populaire. Et on a parlé dans cette première moitié d'émission de la rente qui continue à fonctionner avec ses subventions, etc. Il n'y a pas suffisamment de nuisances diffusées dans les couches populaires aujourd'hui pour que le rapport de force politique change. Voilà. L'opposition fait ce qu'elle peut, à défaut de faire ce qu'elle veut. Elle est émiettée, c'est son histoire, c'est l'histoire du pays, c'est aussi une évolution politique qui fait que les oppositions se délitent, que dans le monde arabe, elles sont en plus, elles doivent supporter un handicap qui est très important, donc laïque, islamiste. Les divisions
les facteurs de division sont encore plus importants. C'est pour ça que la rencontre de Zeralda a été très importante dans la mesure où elle a pu indiquer sur quoi, en fait, on n'est pas d'accord. Il y avait ce SMIC démocratique qui a pu les rassembler. Mais en dehors de ça, je ne pense pas qu'elle a les moyens de sa volonté en l'état actuel des choses. Elle n'arrive pas à créer la dynamique qui peut faire changer les choses. Dans un scénario positif, on se dit que quelque part, les gens du régime sont conscients de l'impasse. Sont conscients que ça ne peut pas continuer comme ça, qu'on va vers le mur, qu'ils ont besoin d'idées. Ils ont besoin d'idées. Ils peuvent à ce moment-là aller puiser les idées là où les gens disent on ne va pas se battre contre vous. On veut organiser un changement et aller ensemble. Voilà. Et à mon avis, c'est sur cette position qui se place. Mais comment ? C'est la position du FFS que tout le monde critique un peu trop légèrement, à mon sens. Mais ça n'exclut pas les autres. À mon avis, c'est tant mieux que les autres fassent la critique frontale.